Bon, salam alaikum, bonsoir. La crise entre la France et le Maroc commence à prendre des allures ou une importance notable. Les, euh, les relations entre le Maroc et la France ont toujours connu des hauts et des bas, et c'est vrai que ces dernières années, depuis notamment la présidence de François Hollande, il y a eu des couacs assez importants, mais je pense que pour définir ou pour mieux comprendre comment la France traite avec le Maroc ou comment la France gère son relationnel avec le Maroc, je pense qu'il serait très instructif d'écouter François Hollande. C'est l'intérêt de tous d'avoir des conflits gelés. Euh, ça entretient euh, la flamme de résistance ici, ou Nous allons le remettre au le grand... début pour le réécouter. C'est l'intérêt de tous d'avoir des conflits gelés. Euh, ça entretient la flamme de la résistance ici, ou le Grand Maroc ailleurs. Et on vit assez bien avec un conflit gelé. Et on ne va pas jusqu'au bout de son règlement. Et ça nuit, et ça c'est peut-être le problème le plus important pour le Maghreb, comment deux grands pays comme l'Algérie et le Maroc en sont encore là, à ne pas pouvoir envisager des politiques communes. Mais tant que ce problème demeurera, on sait que ça a cette conséquence. Alors, justement, ce qu'on vient d'entendre, c'est la définition même de la politique française avec le Maroc, d'appuyer le Maroc dans sa revendication dans la revendication de son intégrité territoriale, mais sans pour autant lui donner les moyens de résoudre complètement ce dossier. Et comme l'a si bien dit François Hollande, l'intérêt de la France a toujours été de laisser le Maroc à mi-chemin entre une résolution ou non de ce dossier, afin d'exercer disons-le carrément, un chantage sur les autorités marocaines, sur le pouvoir marocain, afin de pouvoir servir ses intérêts au mieux. C'est depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté du Sahara marocain, la donne a changé. La France ne peut plus utiliser ce levier de chantage sur le Maroc pour arriver à ses fins. En même temps, le Maroc, ces dernières années, s'est considérablement développé. On peut rappeler l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, entre autres, mais pas seulement. Ce qui gêne la France et ce qui la gêne aux entournures, et vraiment, c'est que le Maroc s'est développé et est allé au-delà de ses frontières géographiques, puisque le Maroc aujourd'hui est largement présent en Afrique subsaharienne, dans tous les secteurs, notamment le secteur financier, avec l'installation de banques marocaines dans ces pays subsahariens, l'installation de compagnies d'assurance. Bref, le Maroc pose pied ou a posé pied sur certains pays. Des pays que la France considérait auparavant comme étant, disons, un précaré, une zone réservée d'influence, mais les choses ont changé. Ont changé d'abord parce que la nature ou le profil des derniers présidents français n'est plus le même profil des présidents de l'époque de la France-Afrique. Si on parle de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard, tout le monde, pour ceux qui suivent l'actualité française ou qui ont suivi l'actualité française,
ils se rappelleront que Giscard était un grand amateur des parties de chasse en Afrique. Et à partir de là, ces dirigeants-là, jusqu'à Chirac, cultivaient des relations personnelles avec les dirigeants africains. À partir de Sarkozy, il y a eu une certaine condescendance affichée qui s'est installée, parfois même un mépris, et cette attitude n'a pas été acceptée par nombre de chefs d'État africains qui ont cherché à se démarquer de la puissance néocoloniale. Pour en revenir au Maroc, le Maroc a développé une certaine influence dans les pays subsahariens, une influence qui déjà, pour certains secteurs, est traditionnelle, puisque le Maroc, sur le côté religieux, le Maroc a depuis très longtemps, depuis des siècles, développé un véritable cordon ombilical sur le plan religieux, et notamment avec les confréries soufis qui sont disséminées un petit peu partout. Pour en revenir à la crise actuelle, déjà, disons que ça a commencé avec un impair commis par le président Emmanuel Macron, qui, au lendemain ou le jour même de son retour en France après sa visite officielle en Algérie, a annoncé à des passants qui l'ont enregistré en vidéo, il leur a annoncé qu'il se rendait au Maroc au mois d'octobre. Une nonchalance qui a été très mal accueillie au Maroc. Le Maroc, un royaume millénaire, avec une dynastie, la dynastie actuelle, qui est vieille de plusieurs siècles, donc un royaume du Maroc très chatouilleux sur les aspects protocolaires, et qui a assez mal accepté ou reçu que cette annonce soit faite à la sortie d'une nuit ou d'un moment dans une soirée musicale. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, ou plutôt, cette manière d'annoncer reflète la personnalité de Macron. Le président français, c'est quelqu'un de très arrogant. Et la preuve, c'est que dernièrement, la chaîne de télévision France 2, la chaîne française, a publié un reportage sur Macron et son action dans la crise entre l'Ukraine et la Russie. Et dans ce reportage, Macron a autorisé la diffusion d'une conversation téléphonique de près de 9 minutes avec son homologue Poutine, sans demander l'autorisation à celui-ci. Une diffusion qui n'a pas été acceptée non plus en Russie. Macron, vis-à-vis du Maroc, il est déjà venu 2 fois. La troisième, en 2019, a été reportée pour des soi-disant ou présumées raisons d'agenda, la pandémie du Covid, etc. Mais en fait, c'est que Macron a toujours eu une réticence à venir au Maroc, et ça a été rapporté par des proches, puisqu'il estime que le protocole marocain est trop lourd, qu'il devrait venir avec une certaine liberté de mouvement, liberté de geste, et se comporter comme on a pu voir, il s'est comporté par exemple en Algérie dernièrement, où le président français est parti à Oran tout seul, mais vraiment comme chez lui, sans être accompagné des autorités locales. Il a eu son bain de foule en solo. Il s'est rendu au cimetière à Oran, où il a rendu hommage aux soldats français morts pour la France durant la guerre d'Algérie, ce qui, normalement, est un impair politique et un impair protocolaire.
Mais au-delà, dans la crise actuelle, il faut reconnaître que l'impair a été, ou l'ébauche de la crise a commencé bien avant. A commencé bien avant, justement lorsque les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental marocain et que la France n'a pas avancé ses pions sur ce domaine-là. La France est restée figée sur sa position et n'a fait aucun geste facilitant ou améliorant la position internationale du Maroc, contrairement à de nombreux autres pays, et notamment l'Espagne, qui a eu un revirement historique, ou l'Allemagne, qui aujourd'hui a de très bonnes relations avec le Maroc et qui, dernièrement, lors de la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères, un communiqué conjoint de 59 points a annoncé une collaboration, mais véritablement tous azimuts, entre le Maroc et l'Allemagne. Donc la France veut toujours rester cette France du protectorat, cette France qui a la possibilité de faire et défaire au Maroc, et non seulement au Maroc, mais aussi en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, là où le Maroc est aujourd'hui bien campé. Le Maroc est bien campé et la France est en position de faiblesse. On rappelle la mésaventure française au Mali, où les Français se sont fait déloger par les Maliens qui ont estimé que la collaboration militaire française, au vu des résultats affichés, n'avait plus lieu d'être et ont préféré se tourner vers la Russie indirectement via la société privée militaire, le groupe Wagner. La France a aussi, il y a une particularité, avant qu'on rentre dans la question des fuites, etc., la France vient de se rendre compte, et ce qui explique la dernière réunion qu'a eue Macron avec les ambassadeurs français, où il a manifesté sa volonté de reprendre le terrain, ou de regagner le terrain perdu ces dernières années, puisque les Français se sont rendus compte que dans la crise avec la Russie, ils ont pu identifier très peu d'appuis. Beaucoup de pays que la France pensait être des pays amis ne l'ont pas appuyé face à la Russie. Et ça a permis à la France de se rendre compte, ou de se réveiller un petit peu, et de voir que ce n'est plus la puissance d'antan. Revenons sur le Maroc. En fait, déjà il y a quelque temps, les autorités marocaines se sont montrées, disons, quelque peu gênées par l'attitude française. Sur certains points, un exemple, le fait que la France, depuis quelques mois, donne asile à des activistes youtubeurs et youtubeuses en France, des activistes qui ont mené des campagnes dépassant largement la diffamation, s'attaquant aux institutions marocaines sans qu'il n'y ait de réaction. Il y a eu aussi une opération de Moloko-bashing française avec l'affaire Pegasus. Et là, on se rappelle que les certains médias français s'en étaient donnés à cœur joie, et que la France, ou que la procédure judiciaire intentée par le Maroc,
avait abouti à une impasse. Une impasse qui a ses explications. Sur un autre registre, concernant le conflit entre le Maroc et l'Algérie, là aussi, la France n'a pas montré de signes conciliateurs ou de vouloir apaiser les tensions entre les parties. Et ça, malgré certaines prédispositions marocaines, comme par exemple lorsque l'Algérie a interdit à la France le survol de son espace aérien pour que les avions militaires français puissent se rendre au Mali, le Maroc a accordé cette autorisation. Les relations aussi la détérioration vient aussi, comme on le disait en introduction, sous la présidence de François Hollande. Et on se rappelle que sous la présidence de François Hollande, les policiers français avaient cru bon de se rendre à l'ambassade du Maroc pour remettre une convocation judiciaire à Abdeltif El-Hamouchi, premier flic du royaume, une démarche qui avait été très mal accueillie au Maroc. La France s'est rattrapée quelque temps plus tard en accordant une légion d'honneur à Abdeltif El-Hamouchi. Il y a eu aussi un autre incident où, lorsque Salah Din Mzoual, alors ministre, s'était fait avait dû subir une fouille au corps à Paris, à l'aéroport parisien. Là aussi, la France avait par la suite dépêché un ministre pour présenter des excuses. Bref, il y a eu pas mal de gestes que le Maroc a considérés inamicaux, mais en essayant de les dépasser pour construire une autre relation avec la France. Construction d'une autre relation, c'est justement lorsque le roi du Maroc, Mohamed VI, dans son dernier discours à l'occasion de la révolution du roi et du peuple, appelait les différents partenaires, traditionnels ou nouveaux, à se positionner clairement sur l'affaire du Sahara, rappelant une fois de plus à qui voulait l'entendre que, et ça c'était un petit message aussi pour la France, que le Maroc d'aujourd'hui n'est plus le Maroc d'hier et que donc les relations devaient se voir ou devaient être étudiées sous un angle nouveau, un angle d'égalité, de partenariat réel et non pas de subordination. Apparemment, la France n'a pas vraiment compris le sujet. Et il y a eu une erreur de la part de la France, c'est lorsque elle a sous-estimé le Maroc. Et là, lorsque je dis la France, je parle principalement du directeur général de la DGSE, de la Direction générale de la sécurité extérieure, Bernard Hémier, qui a, dans des rapports, conseillé au président Macron d'avoir une attitude beaucoup plus agressive contre le Maroc, beaucoup plus offensive, et lui a même suggéré de véritablement déclencher une guerre informationnelle contre le Maroc en publiant des informations sur des personnalités, leur compte en banque en France, le patrimoine, divulguer des vidéos compromettantes, et ce afin de tordre le bras au Maroc et de l'amener à avoir une attitude beaucoup plus servile face à la France. Certaines sources consultées ont eu cette réponse, et de dire que si la France veut jouer à ce jeu de fuite,
Que tout simplement, et j'ouvre les guillemets, nous pouvons en faire de même et nous avons un stock assez bien entretenu. Je referme les guillemets, en ce sens que si la France commençait à dévoiler des informations compromettantes dans le sens ou dans le but de faire pression sur le Maroc, que le Maroc pourrait faire de même. Et cette source a précisé que les séjours au Maroc de responsables français passés et présents ont été nombreux, mais pas que les séjours au Maroc, mais aussi les séjours à l'étranger, laissant entendre que le Maroc, et ça a été aussi une expression utilisée, nous aussi nous avons la main longue. Je referme les guillemets. Mais s'agissant de ces fuites, beaucoup ont analysé la sémantique, la rédaction, le style, affirmant que le style des fuites telles qu'elles ont été publiées ne correspondait pas à une rédaction de services de renseignement, etc. Nous avons pu confirmer qu'effectivement, ces rapports existent bien, qu'ils ont bien été remis au président Macron, et que ce ne seraient pas les seuls documents qui existeraient, mais qu'il en existerait aussi d'autres. Et ce, malgré le démenti qui a été publié aujourd'hui par l'ambassade de France au Maroc, et nous avons le démenti. Voici le démenti. Donc ce démenti-là a été publié aujourd'hui par l'ambassade de France, l'ambassade de France au Maroc, qui estime que ça relève de la guerre informationnelle, ça relève de la diffamation, etc. Or, comme j'ai dit, ces documents, nous avons pu confirmer leur authenticité auprès d'une source qui nous a assuré qu'effectivement, ces documents étaient vrais, que ces correspondances existaient bel et bien. Côté marocain, au lendemain de l'annonce informelle et inopportune du président Macron de sa prochaine venue au Maroc, certains médias assez proches de certaines parties ont commencé par publier une sorte de mise en garde en disant que M. Macron serait le bienvenu au Maroc, mais à condition qu'il ramène dans ses bagages, si on peut se permettre l'expression, de ramener un certain nombre de documents, des documents qui ont surtout trait à l'histoire passée du Maroc, notamment la période d'installation du protectorat et la période aussi de colonisation de ce qui sera plus tard l'Algérie, délimitation des frontières et préciser l'historique des changements de frontières entre le Maroc et ses pays voisins. Est-ce que ça a été une première alerte, disons, pour annoncer une crise? Probablement. En tout cas, le Maroc, et certaines consultations le laissent penser, le Maroc ne veut plus avoir les mêmes relations qu'auparavant avec la France.
le Maroc exige, désormais ne demande pas, mais exige une clarification de la posture française quant à l'affaire du Sahara. Et cette clarification passe par la remise de documents, par la révélation de certaines périodes passées de l'histoire des deux pays, notamment, comme je dis, l'histoire des frontières. À partir de là, le Maroc serait beaucoup plus enclin à avoir la même prédisposition avec la France, en termes de collaboration économique et autres, que les derniers accords qui a pu y avoir avec l'Allemagne. En tout cas, le conflit entre le Maroc, ou la crise entre le Maroc et la France, ne se limite pas uniquement aux relations bilatérales. Certains dossiers extérieurs posent problème. Et nous revenons sur la question du Mali, puisque il est de notoriété publique que le Maroc est assez proche de certains mouvements de l'Azawad, les Touaregs qui sont pour une grande partie des descendants de Marocains. Et là, pour la petite histoire, il y a un certain nombre non négligeable de Touaregs qui portent des noms à consonance marocaine ou des noms tout à fait typiquement marocains, comme ça peut être les Idrissi, etc. Et donc le Maroc a des relations très importantes dans cette zone. Et la France estime que le Maroc devrait, disons, devrait dégager ou défricher le terrain pour la France et lui faciliter ses actions dans la région, comme le fait justement l'Algérie. Et pour en revenir à l'Algérie, juste au lendemain de la visite de Macron en Algérie, le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ramtan Lamamra, s'est envolé pour Bamako, où il a rencontré les dirigeants maliens. Ils ont discuté de la relance des accords d'Alger de 2015 et de leur mise en application. Mais ce qui est important, c'est que, à l'issue de cette visite, il a rappelé, il a déclaré qu'il était venu justement pour essayer de renouer les relations entre la France et le Mali. Donc la même attitude qu'ont les responsables algériens avec la France voudrait que les responsables marocains aient cette même approche ou cette même servilité. Par exemple, un autre point est que la France aimerait bien voir le Maroc se comporter de la même manière, c'est lorsque, à Alger, le président Macron a convoqué une réunion de sécurité, une réunion exceptionnelle qui n'avait jamais eu lieu auparavant, en tout cas, elle n'avait jamais été publique, où du côté français, il y a eu le chef des armées, entre autres Macron, le chef des armées, le patron de la DGSE, et du côté algérien, outre le président Tebboune, il y avait véritablement tous les patrons des services de renseignement algériens, aussi bien services de renseignement intérieur que services de renseignement extérieur. Une attitude qui serait inenvisageable au Maroc. Et surtout, lorsque l'on sait que, et pour la petite histoire, pour ceux qui voudraient revoir les images de cette réunion, vous pourrez remarquer que tous les membres de la délégation française avaient à côté d'eux des documents. Et
celui qui avait le plus de documents, c'était Macron. Tandis que de l'autre côté en face, côté algérien, ils étaient tous arrivés les mains vides. Donc, est-ce que c'était une réunion à laquelle ils étaient préparés? Et donc, ceci semble confirmer que cette réunion était beaucoup plus une convocation. D'autant plus que, durant cette réunion, le président Macron, et ça, c'est des fuites auxquelles on a pu avoir accès, a véritablement sermonné les responsables des services de renseignement algériens, notamment sur la tentative, ou sur l'opération qui avait été menée, de tentative d'élimination de certains activistes, des youtubeurs en France, notamment Hichem Aboud, Anwar Melek, Amir DZ, là où il y avait une opération qui avait été montée, chapeautée par le fils de l'ex-ministre de la Défense algérienne, Khaled Nzar, son fils Lotfi. Bon, une affaire qui s'est terminée un peu en eau de boudin, puisque Hichem Aboud a pu éventer l'affaire et l'a mise sur la place publique et a déposé une plainte qui, en France, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est une plainte qui est toujours bloquée et qui n'a pas connu de développement judiciaire depuis. Donc, je disais que il les a sermonnés, Macron a sermonné les responsables algériens sur cette affaire, en leur disant que, bon, qu'il était inadmissible que ce genre d'affaires puisse être monté, et surtout puisse être monté de cette manière. Et on aura remarqué que quelques heures ou quelques jours après le départ de Macron, un des principaux impliqués dans cette opération de tentative d'élimination a été le général Hassan Boulahia, qui aujourd'hui est en prison. Donc, quel lien de causalité y a-t-il entre la réunion de Macron avec les responsables algériens et le fait que ce général, le lendemain, pratiquement, se retrouve en prison? Est-ce que, en le mettant en prison, les Algériens évitent qu'il y ait une suite en France, bien qu'on sait que il serait impossible qu'il puisse être extradé. Mais disons que le neutraliser, de le mettre en lieu sûr, afin de couper court à cette affaire. Maintenant, sur les évolutions qu'il puisse y avoir sur cette affaire entre le Maroc et la France. Il est fort peu probable que cette crise aille crescendo. Le communiqué qui a été publié aujourd'hui par la France peut laisser penser qu'il y a une volonté de rattraper le coup, de ne pas le porter sur la place médiatique, parce que il aurait été possible que ce ne soit pas l'ambassade de France au Maroc qui fasse ce communiqué, mais que ce soit le porte-parole du gouvernement français ou le porte-parole de l'Élysée qui se prononce sur ces fuites et qui les infirme. Donc le fait que ce soit l'ambassade de France permettrait de penser qu'il y a une volonté de limiter les dégâts, si l'on peut dire, et surtout que je pense que les Français ne s'attendaient absolument pas à que ces documents-là soient fuités, et à partir du moment
où ces documents sont apparus, il est clair que l'effet de surprise n'existe plus. Maintenant, aujourd'hui, il y a une question qui se pose, et c'est celle de savoir si une certaine vidéo qui a duré 4 minutes et qui a été diffusée lorsque Macron se trouvait en Algérie, donc est-ce que cette vidéo ne serait pas l'œuvre aussi des services de renseignement français? La vidéo a été tournée en France il y a 4 ans et ne ressortit que pratiquement aujourd'hui. Il y a quelques jours, lorsque Macron, comme par hasard, Macron était en France. C'est une vidéo de 4 secondes. 4 secondes qui sont très équivoques, qui peuvent laisser penser une chose et son contraire. Est-ce que ce n'était pas un coup de semonce auquel ont répondu les services marocains en faisant fuiter justement cette correspondance entre le patron de la DGSE et le président français Macron? La question reste en suspens. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous attendons vos commentaires. Ça a été un premier live, une première expérience. Espérons que les prochaines seront beaucoup plus réussies. Merci à vous et nous attendons vos commentaires.